Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Vali, raconte-moi une histoire. Nous partons en Provence, sous l'œil de la déesse. Très belle écoute à tous. Nymphe, déesse ou pastourelle, qui donc es-tu, fée estrelle? Charles Roux. À l'interrogation du poète, nous ne pouvons répondre qu'en remontant à la nuit des temps. Vers 390 avant Jésus-Christ, les Phocéens qui avaient fondé Massilia, de nos jours Marseille, et établi des colonies tout autour, faillirent avoir bien des ennuis. Ces colonies que peuplaient les Celtologiens, comme ils se disaient, se révoltèrent contre la métropole, qui ne s'en douta pas. Caramandus, chef d'une petite tribu réputée pour son courage, fut chargé de diriger l'offensive. Son quartier général se trouvait à l'emplacement où domine aujourd'hui Notre-Dame des Anges. La veille du jour fixé pour l'attaque, les conjurés s'en avertirent au moyen de signaux lumineux que les Phocéens d'en bas prirent pour des feux de bûcherons. Dès l'aurore, on passerait à l'action. Mais bien avant l'aurore, Caramandus, qui avait sombré dans une demi-somnolence, eut un songe, ou si ce fut une apparition, une femme superbe, en tenue de guerrier, debout, à côté de son lit de camp, le regardait avec une terrible sévérité. Une déesse, sans doute possible, et le pieux Caramandus l'écouta en tremblant. Elle lui interdisait d'attaquer Massilia, cité qu'elle tenait sous sa protection, et elle lui enjoignait de se rendre auprès des chefs massiliotes pour signer avec eux un traité de paix définitif. Pour un homme de foi, les décrets des dieux ne se discutent pas. Encore faut-il n'être pas dupe. Il est des circonstances où l'on en arrive à douter de tout, même des dieux. C'est pourquoi, en temps de guerre, on attache prudemment leurs statues avec de lourdes chaînes pour qu'elles ne s'en aillent pas chez l'ennemi. Caramandus résolut de contrôler d'abord l'identité de la déesse qui lui était apparue. Il s'agissait bien de la protectrice de Massilia, et sa statue devrait se trouver parmi toutes celles qui peuplaient la ville. Alors, elle ne l'aurait pas trompé, et il s'inclinerait. Mais avant de procéder à cette vérification, son premier soin fut d'envoyer aux conjurés l'ordre d'arrêter les préparatifs. Cela fait, il descendit de ses hauteurs et arrivé devant Massilia, il obtint facilement de la sentinelle qu'elle le laissa entrer. Sa tournée commença par le temple de Diane, particulièrement vénérée des Phocéens. C'était elle, on le lit dans Strabon, la Diane d'Éphèse, qui leur avait conseillé de quitter leur ville pour s'installer sur cette rive méditerranéenne. En reconnaissance, leur but atteint et la magnifique cité construite, ils élevèrent à la déesse d'Éphèse un temple immense, ou Éphésium. Mais Diane ne rappelait en rien la vision de Caramandus. Il passa à une autre, non plus, à celle-ci, celle-là, non plus, non plus. Le scrupuleux rebelle ne voulait en manquer aucune, malgré le temps qui pressait, malgré cet air d'attendrissement ironique qu'il croyait lire sur ses beaux visages de marbre. Il commençait à se persuader d'avoir été victime d'un faux semblant, peut-être suscité par sa propre inquiétude, quand, à l'endroit précis où s'élève aujourd'hui l'église des Accoules, la révélation le frappa en coup de foudre. Sous le portique du sanctuaire consacré à la déesse s'imposait la statue de Pallas Athéna, rigoureusement pareille à sa visiteuse de la nuit. Et la statue s'anima. De ses traits courroucés émanait un ordre irrésistible. Caramandus comprit. Seulement, il lui fallait convaincre ses alliés qui devaient bouillir de l'impatience de se battre. Mais la déesse pacificatrice dut l'inspirer. La peur de désobéir à Pallas
La loyauté de Caramandus firent le reste, et tout rentra dans l'ordre. Alors, Caramandus se rendit auprès des chefs massiliotes. Il les félicita de la haute protection dont ils bénéficiaient et respectueusement exposa les doléances des Celtoligiens. À cet effort de conciliation, les Massiliotes répondirent par une sincère volonté d'entente et tout finit par s'aplanir. La paix fut signée, que célébrèrent avec des solennités inouïes métropolitains et contestataires de la veille. Les plus belles jeunes filles massiliotes, parées de fleurs, se prodiguèrent en danses rituelles. Les chefs celtoligiens offrirent à la déesse un collier d'or, comme on n'en connut pas de plus beau. Mais Pallas Athéna, lorsque les temps changèrent, loin de retirer sa protection à Marseille, l'étendit à toute la Provence. Hélas, elle n'a pu lui éviter toutes les vicissitudes des armes. Les hommes de peu de foi que sont ceux d'aujourd'hui n'auraient pas écouté ses avis. Mais parce que Pallas veillait, cette belle Provence tant convoitée, Nice ne l'oubliera pas, à garder l'éclat de la jeunesse et du bonheur de vivre. Pour la seconder, Pallas a choisi la chèvre fée, cette chèvre d'or qui fut si grande amie de Mistral, Paul Arène, tant d'autres. Son ministère comporte surtout la protection de la nature, avec le châtiment des malfaisants, qui par inconscience ou non, offensent le paysage et sa gente animale. Le rôle de la déesse est plus vaste et cela va de soi, plus représentatif. Elle préside à toutes les fêtes grandioses, accueille, aide, comble, même d'attention les visiteurs d'élite, qui ne sont pas toujours les grands de ce monde. Ses préférences vont aux artistes et aux poètes. Et si la chèvre d'or, comme toute fée, doit mourir un jour, sa souveraine puisque déesse est éternelle. Mais s'ennuierait-elle en cette éternité? Simplement, désire-t-elle par une fréquentation plus intime étudier les humains? On ne compte pas ces métamorphoses, les unes féeriques, les autres qui la firent toutes semblables à nous. Ainsi fut-elle cette belle Gyptis, fille du roi des Ligures, dont on connaît l'histoire. Son père avait réuni en un banquet tous les prétendants à sa main. Il était convenu qu'elle désignerait au dessert celui qu'elle prendrait pour époux, en lui offrant la coupe remplie d'Hippocrase, où elle aurait elle-même trempé ses lèvres. Vous savez comment elle choisit un homme venu d'ailleurs? Protis de Phocée, aujourd'hui Potcha, cité grecque d'Asie mineure. Elle fut assez là, la ravissante Arlésienne, dont on peut déchiffrer le nom au musée d'Arles sur une plaque commémorative. C'était au temps de l'occupation romaine. Arles vivait sa grande époque. Acéla, fille d'un haut fonctionnaire maritime, était fiancée au beau centurion, qui l'aimait et qu'elle l'aimait. Ensemble, ils lisaient les poètes. Le soir, ils dansaient au son des lyres et des flûtes. Mais une nuit après le bal sous les frais cyprès, Acéla frissonna et ne s'en remit pas. Elle avait 17 ans. Sa précoce dépouille reposa aux Aliscamps, la belle allée faisant suite à la voie aurélienne. Et l'on vous dira que l'inconsolable fiancée ne se lassait pas d'y venir pleurer. Et l'on vous dira qu'une forme légère, transparente comme une buée, s'élevait de terre et tournoyait avec grâce auprès de lui, à l'heure du bal. Elle fut parmi les pastours et pastourelles qui, de grand matin, ont rencontré le train des 3 grands rois qui allaient en voyage, chargés de présents, bientôt suivis du tambourinaire et du joueur de viol, et du pêcheur avec son lourd filet, et du mendiant et de la vieille, et de l'âne agitant ses grelots et des brebis avec le ragnolet dernier-né. Elle fut surtout Estérelle, la fée de Mistral, si belle et si blonde que la voyant s'avancer au milieu des sauvages pins verts, Calendal, son amoureux, la prenait pour le jour. Si belle, si blonde, si savante aussi.
que l'un de nos modernes critiques, Pierre Lasserre, déplora cet étalage d'érudition. Évidemment, les fées ne possèdent pas le quart des connaissances dont elle fait montre dans ses tendres rencontres au prieuré de Roquestron. Les fées peut-être, mais pas l'as. La déesse multiple, présente partout, à tout moment, et qui, à l'instar de quelques heureux mortels, a fait de la contrée radieuse sa résidence secondaire. Y trouve également de ces plaisirs que l'on dit légers. Refermant son livre de toute science, déposant son casque guerrier, elle se mêle les soirs de printemps au jeu des sirènes et des bondissantes lucioles. Elle chante avec les sylphes, à l'ombre d'argent des pâles lumières, et quand l'air s'étourdit du craquettement des cigales, c'est qu'elle a mis sa robe à danser, sa robe aux 7 couleurs où tintinabulent des sequins d'or. Merci beaucoup, à bientôt.